Comme vous pouvez voir, il y a tout un monde en cybersécurité. Il y a des gens passionnés du côté technique et il y en a d'autres du côté affaires vont porter la réflexion à différents niveaux. Et c'est la beauté parce que la cybersécurité, c'est un écosystème par lui-même, mais qui doit s'intégrer à l'ensemble des processus et surtout être supporté par l'ensemble du personnel et des effectifs. Donc la vision de nuit, tout ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on a vu, c'est très, très, très bien. Mais il manque un élément, et cet élément-là, c'est le plan B, ce que j'appelle le plan B. Comme j'ai été enseigné par mon ami Gaston il y a bien, bien longtemps, le plan A, il est bien, mais le plan B doit être plus fort que le plan A, parce qu'on n'a pas de deuxième chance. Et c'est un peu le message que je veux passer, c'est qu'on a beau penser qu'on est bien couvert, qu'on a une belle topologie, une belle couverture, des beaux contrôles, des bonnes ressources humaines. Tout ça orchestré va très bien, mais on doit toujours avoir un plan B. Donc, les enjeux identifiés au plan B, c'est la mondialisation. C'est des éléments qu'on a beau essayer de monitorer, faire notre gestion de risque, avoir la vigie dessus, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Lors des tornades qui ont eu lieu à Ottawa l'été passé, c'était début septembre, le gouvernement du Canada a décidé de tout transférer ses données à Toronto de façon proactive. Et l'avantage qu'ils ont eu, c'est qu'il y avait le contrôle sur le transfert des données au lieu d'être imposé. Donc, ils n'ont pas attendu que les tornades frappent les centres de données. Ils ont été proactifs. Donc, ils ont été proactifs dans leur plan B, ce qui leur a permis d'assurer que toute l'information avait été transférée de la bonne façon et ils ont pu monitorer le flux, ce qui était très, très positif. Donc, même des grosses organisations comme ça, qui ont des centres de catégorie mondiale, n'ont pas pris de chance. Ils ont tout de suite été au plan B, même s'il y avait un plan A. Le e-commerce, on l'a vu avec Michel, beaucoup d'éléments qui vont pousser l'espionnage, qui vont pousser des choses que normalement on n'adresse pas au niveau de la gestion du risque, parce qu'on se dit c'est tellement peu probable. Mais la petite probabilité, des fois, déjoue les grands spécialistes. On regarde en médecine. En médecine, il y a des cas qui disent on ne comprend pas pourquoi le monsieur a 101 ans. Là. Il a fumé toute sa vie. Pression du marché. Pression étatique. Où une corporation peut être visée, peut être achetée. Je travaille avec des corporations, puis ils font des achats continus de nouvelles corporations. Donc, ils font leur due diligence, ils font leur vérification, mais n'empêche que le rythme est tellement rapide qu'on sait ce qu'on a acheté, mais on ne sait pas comment ça va opérer. Les exigences réglementaires et juridiques qui peuvent changer du jour au lendemain. Si je n'ai pas de plan B, comment je réussis à faire passer ces changements-là? Virtualisation des serveurs. Aujourd'hui, il est virtualisé, mais il est contaminé. Comment je repousse ma production? Comment j'assure ma production? La virtualisation des postes, l'info nuagique. On a parlé de l'avènement des appareils mobiles. Comment un appareil mobile peut être néfaste à un ensemble de facteurs qu'on retrouve chez vous. Un téléphone mobile peut écouter, peut transmettre, peut encrypter, peut enregistrer. On parlait justement à certains aspects du ministère de la Défense que quand les téléphones mobiles ont sorti, les QG du ministère de la Défense, on n'avait pas le droit d'avoir de mobile. Puis aujourd'hui, on se promène dans les QG, puis ils ont des mobiles. Donc, quel est l'impact de cette décision-là? Surtout que maintenant, nos mobiles, c'est des ordinateurs intelligents. Et s'il y a un malware dessus, ça peut compromettre la sécurité nationale. Donc, on voit que ça ne prend plus grand-chose. Et les réseaux sociaux qui peuvent affecter nos systèmes. Parce que maintenant, nos gens de marketing ont suivi l'événement ici, ont affiché ça sur les réseaux sociaux, un intérêt, un engouement.
s'est manifesté et pouf, on perd tout. Quel est le plan B? Donc, c'est un peu là-dessus que je voulais vous emmener et où on parle de plan de continuité informatique qui perd en vigueur, mais on investit beaucoup maintenant sur les plans de continuité opérationnels. Je vais en reparler demain un peu plus en détail, mais la dynamique est intéressante, surtout au port de Montréal. Mon ami a quitté, mais le port de Montréal a vraiment une optique que s'il y a une chance que ça arrive, ben, on ne fera pas un plan de continuité des affaires, on va tout de suite l'opérationnaliser. Donc, ils ont opérationnalisé beaucoup de plans B, ce qui fait en sorte qu'il est pratique aussi et a fait en sorte que le port de Montréal est peut-être une des établissements les plus résilientes par rapport à son environnement. Et ici, on parle de la cellule de gestion de crise qui, elle, va décider si on s'en va au plan B, mais qui couvre l'ensemble de l'œuvre. Je ne passerai pas à travers parce que je pense qu'on a bien compris la dynamique, que ce qu'on fait dans un plan B, ben, c'est pour alléger le plan A, mais on n'a pas de chance à l'erreur, puis pas de chance à ne pas avoir de succès. Et ici, c'est les stratégies qui touchent l'encadrement, la conception, les essais continus pour assurer que la solution B va être fonctionnelle le jour où on va en avoir de besoin. Et ça inclut tout l'aspect du personnel, les métiers, les connaissances. Donc souvent, les plans B vont être une liste de tâches, puis les gens font souvent l'erreur de ne pas rattacher des vraies ressources. Donc c'est important de rattacher des vraies ressources au plan B. Excusez. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure que les gestionnaires regardent le côté opérationnel aussi bien que le côté projet pour s'assurer que tout changement aux environnements va être considéré dans mon plan B. Attendez, je me trompe tout le temps de bouton. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager au niveau du plan B. Et là, ce que j'aimerais faire, c'est avoir un peu votre feedback sous la forme de table ronde. Et la table ronde, on va la faire tous ensemble. Moi, je vais rester ici en avant. Nos conférenciers sont assis avec vous. Et savez-vous pourquoi les conférenciers sont assis avec vous aujourd'hui? Hein? Il n'y a pas assez de place sur le stage. Hein? Pour les évaluer, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils sont à l'écoute, sont un peu comme les cellulaires. Donc, pourquoi les conférenciers étaient assis avec vous? Faciliter les échanges. C'est que la cybersécurité, en bout de piste, devrait tout le temps être omniprésente et au cœur de vos processus. Et la table ronde va prendre place sous la même forme. On veut savoir par industrie qu'est-ce qui se passe. Donc, messieurs, la bonne nouvelle, c'est que vous faites tous partie de la table ronde. On est une équipe avec un objectif, puis on cherche un résultat. Puis si on n'est pas venu pour ça aujourd'hui, ben je crois qu'on a manqué la cible. Puis la cible, c'est vraiment de travailler en équipe. J'ai toujours dit, un homme peut courir rapidement, mais va tout le temps être rejoint par un peloton. Donc, sans plus tarder, on va commencer un peu la table ronde, puis je tiens à mettre l'emphase sur... Attendez. OK, ça s'en vient. Ah, c'est juste parce que... Bougez pas. Et voilà. Ça s'en vient. Ça, c'est une des slides qu'on avait, que Steve a adressé. Et là, je voudrais savoir du côté manufacturier, qu'est-ce que vous pensez de ces statistiques-là?
Mes chers fabricants, qu'est-ce que vous pensez de cette statistique-là? Est-ce véridique? Où est-ce que vous vous trouvez? Est-ce qu'il est involontaire? On va voir. Ah bon? Il faut qu'il y ait un événement qui se passe pour que les fonds se libèrent, pour que les budgets arrivent. Mais quand ça arrive, ça arrive. Donc, évidemment, on a eu des événements. Et puis là, là les solutions, c'est pas juste des doubles de budget, mais c'est des quadruples de budget qui arrivent. Alors, c'était vraiment en mode réactif. Est-ce que les manufacturiers ont appris que, ou ont été informés que la prévention coûte beaucoup moins cher que la réaction? Oui, mais encore une fois, c'est toujours au niveau des priorités. Et tant qu'il n'y a pas un événement qui arrive pour supporter la supposition, eh bien, les gens passent à côté. Ils ne le font pas. Et quand ça arrive, c'est pour ça que je dis que là, les valves ouvrent et là, les budgets arrivent. Et là, on est en mesure de mettre des solutions en place. Mais malheureusement, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Parce que les gens ont tendance à oublier avec le temps aussi. Tout à l'heure, on parlait de répétition au niveau, justement, de la sensibilisation. Mais aussi au niveau d'un événement, les gens, avec le temps, on redevient confortable. Donc, c'est malheureux, mais c'est l'état des choses. Donc, ton positionnement par rapport à ce que Michel a parlé aujourd'hui, il arrive un incident d'espionnage, vous êtes dans le domaine manufacturier, vous allez réparer les pots cassés, peut-être que la corporation ne sera même plus sur la map à ce moment-là. Exactement. Quelle est la réponse du côté manufacturier à une telle situation? Les gens se disent toujours, ça ne m'arrivera pas. Et d'un autre côté, s'ils ont eu à le faire, ils sont chez nous depuis longtemps et il ne s'est rien passé encore. C'est une des réactions qu'on reçoit là, dans le day-to-day là, au bureau. OK. Est-ce qu'il y aurait une prise de conscience à faire, disant que la cybersécurité date de quelle année? Et votre département, au niveau de la manufacture, dans quel domaine vous êtes? Nous, on est dans l'énergie en plus. Et voilà. On est un fournisseur d'énergie. Et pour avoir assisté à des conférences de la NSC, dans le cercle de la cible, on va chercher justement les fournisseurs ceux qui fournissent les gouvernements et les compagnies en énergie, parce que justement, les sécurités sont moins fortes. Donc ici, on dit que c'est le côté patronal qui est une des... Mais absolument, c'est pas nécessairement, ce n'est pas un problème TI, c'est toujours un problème de gestion. C'est toujours, il faut que ça parte du haut et après ça découle. C'est toujours la gestion des priorités puis de l'assignation des budgets. Dans le domaine de l'assurance, ils sont capables de calculer des statistiques sur certains événements. On parle beaucoup de gestion de risque en sécurité, puis peu d'entreprises en font. D'abord, les standards ou les méthodes d'analyse de risque, quantitatives, qualitatives, c'est tout un bordel. Les petites et moyennes entreprises ne sont pas capables, puis les grandes sont encore pas capables. Donc, il faut revenir à la base, dire c'est quoi ma probabilité que ça arrive, puis que je fasse un calcul quelque part. C'est la seule façon d'être capable de supporter un investissement. Et non pas, tantôt, disait, les risques, je suis capable de le calculer. C'est ça, c'est les données qui nous manquent en termes de sécurité, sur la probabilité de certains événements. Dans le domaine d'assurance, ils connaissent ça depuis des centaines d'années. En sécurité, c'est encore flou. C'est peut-être Exactement. C'est qu'est-ce que je pense. C'est l'information qui nous manque avec des méthodes d'analyse de risque faciles à utiliser, structurées, que les gens peuvent utiliser. Ça revient joindre la présentation de Steve, quand Steve parlait du contexte. Pour bien maîtriser le contexte, il faut bien maîtriser le risque. Et le problème au niveau national, c'est qu'on ne connaît pas le risque, justement, par secteur. Alors, on parle de l'énergie. On a fait une étude, en fait, tout le monde se rappelle de Dilbert, la date Dilbert pour Y2K.
On a fait une analyse de toutes les infrastructures critiques à travers le pays et on en a beaucoup. Et c'est resté là. Mais le risque augmente d'année en année parce que justement, je ne sais pas, moi, si les barrages hydroélectriques qu'on avait découverts qui étaient extrêmement pénétrables par l'extérieur, par l'informatique, si tout ça, ça a été corrigé, on peut encore faire sauter un paquet de choses à distance dans le système du grid électrique un peu partout en Amérique du Nord. Et cette vulnérabilité-là est connue, mais n'est pas propagée à travers l'industrie. Alors, ce que ça prend, c'est véritablement une réflexion puis une discussion, un peu comme en Angleterre, en Australie, puis aux États-Unis, on fait ça chaque année, où on dévoile quelles sont les grandes menaces qui pèsent sur une industrie spécifique, et puis il y a un échange à ce moment-là. Mais dès qu'on ne connaît pas la menace, ça devient extrêmement difficile de sensibiliser les chefs d'entreprise. Et de là, le point de monsieur qui était, nous, on patch quand il y a quelque chose qui saute, parce qu'ils n'ont pas fait tout simplement l'exercice qui est de base en cybersécurité, c'est de bien comprendre son contexte et sa réalité au niveau du risque. Très bien, très bien. Michel? Dans cet ordre d'idées-là, je suis tout à fait d'accord avec Roger. En 1995, la Chine a ouvert son premier ou son département de cybersécurité et cyberattaque. En 1998, la CIA a mis la main sur un livre blanc qui a été écrit par deux colonels de l'époque, qui sont maintenant rendus des généraux, qui expliquait que si une confrontation armée devait avoir lieu avec l'Occident, la première attaque qui devait être faite devait être une attaque massive informatique pour rendre l'ennemi aveugle, sourd et muet. En Géorgie, on a assisté à la première attaque massive de la Russie contre la Géorgie lorsqu'il y a eu son conflit au début des années 2000. Et ça a été une attaque massive d'IDOS. Ils ont noyé littéralement le système. L'Estonie, il y a 2 ans passés, a eu un conflit avec la Russie, un conflit politique, et la Russie a fait exactement encore la même chose. Ils ont noyé littéralement le système. Et l'Estonie était particulièrement parce que le président de l'Estonie a voulu informatiser au maximum sa population, et maintenant on a des cartes de citoyens informatiques. Mais son avancée technologique est devenue sa plus grande faiblesse, est devenue son talon d'Achille. Et c'est ça, ce à quoi on faisait référence un peu plus tôt, mais ma critique que je faisais, le manque de collaboration, le manque de partage d'informations qui a été entre les gens. On parlait des infrastructures essentielles. Une étude qui a été faite à l'époque où l'ancien ministère de la Sécurité publique était encore le solliciteur général, où on a découvert que 85% des infrastructures essentielles étaient soit la propriété ou opérées par le secteur privé. Mais la responsabilité de protéger les infrastructures en état de crise est avec le gouvernement fédéral. Alors, quand les gars du gouvernement fédéral sont allés voir les gens du privé, ils ont dit « OK, boys and girls, c'est le temps de protéger ». Les autres ont dit « Qu'est-ce que t'attends? On n'a pas attendu que tu viennes nous voir. On s'est protégé physiquement, mais on a besoin de renseignements. On a besoin d'analyse pour avoir une action proactive. » Et ça, c'est jamais venu. Et ça, c'est jamais venu. Il y a un autre point que je voulais rajouter. Parce que j'en parlais tout tantôt avec Michel. Il y a une des raisons pour lesquelles les industries peut-être avancent pas, c'est peut-être à cause que nos lois sont pas assez sévères. On parlait d'imputabilité tantôt sur différentes brèches de sécurité que peut avoir le gouvernement fédéral. Puis là, il y en a un qui peut en même temps se présenter pour un nouveau parti. Puis je parlais de Maxime Bernier. Tu sais, il n'y a pas d'imputabilité au gars. Exact. Il y avait la liste des personnes avec des renseignements qui étaient, je ne savais pas, aussi confidentiels. Puis ce gars-là, il se fonde un parti. Sarbanes-Oxley aux États-Unis, la journée que le président doit signer de son sang que tout est correct, l'armée va bouger, tout le monde va faire en sorte. Fait que si tu n'as pas d'imputabilité, tu attends que ça saute, tu mets de l'argent, puis après ça, tu n'as pas de problème. L'engagement des exécutifs. Ouais. Sous le gouvernement Harper, le ministre d'État aux Affaires extérieures de l'époque a eu une relation inappropriée avec une journaliste chinoise qui était connue travailler pour les services de renseignement chinois. Et tout ce que M. Harper a eu à dire à ce moment-là, c'est sa vie privée, ça ne nous regarde pas.
Simonac, qui couche avec une espionne, puis ça te regarde pas. C'est quoi, il va te regarder tout à l'heure? Donc, on va passer à la prochaine diapo, tableau. Qui est les 7 entreprises sur 10 ne sont pas préparées à répondre à une cyberattaque. Est-ce que c'est votre cas? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a déjà vécu le feu d'une cyberattaque? Savez-vous c'est quoi un cyberattaque? Oui. Moi, je travaille dans les plans B, donc je travaille dans la continuité. Bonne place à être. Mais en effet, je travaille dans une compagnie qui s'occupe de paiement et de digital wallet. Donc, on est en real time tout le temps. Donc, nous autres, quand on ouvre quelque chose, il faut que ça marche. Il y a quelques mois de ça, on a ouvert un pays. Je ne citerai pas le nom du pays, mais on a ouvert un pays. 2 heures après, on a arrêté toutes les transactions. Aucune des transactions n'a été enregistrée. On n'a pas été hacké ni rien. Mais toutes les tentatives qu'on a eues, on fait en sorte qu'on a stoppé tout. On a dit on va réfléchir une deuxième fois. Donc, être prêt, toujours, mais est-ce que ça va marcher à 100%? Non. Mais quand vous faites une action comme ouvrir un pays à de la transaction monétaire, oui, vous avez beau avoir toute la régulation, tous les plans B, tout ce que vous voulez. La seule chose que vous avez, c'est votre monitoring, je veux dire ça comme ça, votre surveillance, et d'être très vigilant. Mais ça aurait pu mal se passer, ça s'est bien passé, puis ça finit pas dans les journaux, puis c'est formidable. Mais vous avez pris les actions pour assurer. Tous les plans étaient en place, mais encore une fois, on a peut-être été chanceux. OK? Je ne veux pas dire qu'on a été bon, parce que dans ces cas-là, vous ne savez jamais comment ça va tourner. Donc le plan, c'est valide 15 minutes, c'est ça? Sur le terrain, puis après, il faut improviser. Donc, on a décidé de fermer le pays au bout de 2 heures, parce que ça ne valait pas le coup de prendre autant de risques. Mais c'est votre appétit au risque qui décide de ça. Est-ce que ça avait été prévu que si les choses ne marchaient pas, on faisait un revert, donc on revenait? En fait, je ne sais pas comment se passent les productions dans toutes les compagnies, mais en théorie, quand vous partez en production, vous avez un registre de risque, peu importe la production, que ce soit électrique ou autre. Et puis vous avez 150 risques, 50 risques, et puis vous regardez comment ça se passe. Puis, prendre un exemple, je fais un déménagement, je peux avoir des problèmes de réseau. Bon, je prends quelque chose de simple. Dans ma registre de risque, problème de réseau potentiel, tu déménages tes serveurs, ton réseau il va pas parce que tu n'as pas le bon tag d'ID, il va pas, c'était dans ton registre de risque, tu as ta liste de mitigation, et le retour arrière fait toujours partie du plan B, que ce soit un plan de relève informatique ou n'importe quoi, ou un repli stratégique pour les militaires, je ne sais pas comment s'appeler ça, donc... Très bien. Après ça, c'est juste ça. Il n'y a pas de miracle. Donc, est-ce que vous comptez parmi ceux dans les pays qui sont prêts à faire face à une attaque, une cyberattaque ici au Canada? On est gentil, hein? On est poli. Moi, j'aurais peut-être une question que j'ai vue circuler à travers les sondages qu'on a faits. Plusieurs entreprises parmi vous ont fait des acquisitions, ou du moins votre maison mère a fait des acquisitions. Comment est-ce que vous vous préparez actuellement en termes de cybersécurité? Est-ce que ça fait partie, par exemple, du processus de due diligence pour effectivement, avant de procéder, dire le go, j'achète? Est-ce que de votre côté, est-ce qu'il y en a qui ont des expériences à partager? Sylvain, je sais que tu en as sûrement à partager de ce côté-là. Oui, c'est ça. Il y a Steve. Oui. Ma compagnie fusionne beaucoup. Tous les 6 mois, tous les ans, on rachète des compagnies. Oui, ça fait partie du processus, mais est-ce que c'est un showstopper? Non. Parce qu'on a nos processus et on va appliquer la sécurité. Nous, on a PCI, SOC, les régulations européennes, CBI, FSC, NEMIT, on les a toutes, GDPR, on les a toutes. Donc, quand on achète une compagnie, on va automatiquement l'intégrer dans notre cybersécurité, enfin, notre sécurité. Mais ça fait partie du processus. Après, encore une fois, il n'y a pas de miracle. Non, c'est juste un suivi, c'est juste du travail. La première fois, ça se passe pas très bien. Deuxième fois, puis la troisième fois, puis la cinquième fois, puis la 10e fois, ça va mieux.
Ben, c'est qu'eux ont pris le temps d'intégrer la cybersécurité dans leur processus d'affaires et le processus d'affaires qui est justement l'acquisition et l'intégration. Donc, vous avez développé une expertise, une façon de faire qui a maintenant fait ses preuves. Donc, félicitations. Steve, tu avais un point à rajouter? Une expérience très simple qui démontre un peu là, comment que l'entreprise privée, des fois, est négligente dans son approche. Consultation que j'ai faite avec une entreprise ici à Montréal il y a quelques années. Une entreprise qui générait pas moins de 100 millions de dollars de profit par mois. Donc, les ressources financières étaient disponibles. Manufacturière à la base, mais après ça, dans son réseau de distribution, a fait beaucoup d'acquisitions à travers l'Amérique du Nord. La compagnie en question s'est fait investir à travers ces acquisitions-là aux États-Unis et ont mal protégé ces acquisitions qui connectaient directement dans le backbone de l'organisation, autrement dit, sans filtre, sans vérification de quoi que ce soit, et par des mauvaises sécurités qui étaient déployées dans ces compagnies acquises, les malfaisants, les criminels ont rentré à travers ce réseau-là, se sont retrouvés jusqu'au siège social ici à Montréal et étaient pour mettre la main sur l'information banal de 25 000 cartes de clients, comptes clients, etc. La seule façon que l'organisation s'en est rendu compte, c'est quand que l'Advanced Persistent Threat, donc le contenu malicieux, puis ceux qui contrôlaient ces outils-là, ont été cognés sur le mainframe. Parce que l'AS400, c'est la seule pièce d'équipement qui vérifiait systématiquement dans l'entreprise. Au moment où ils ont fait ça, ils ont appelé à l'aide. C'est là qu'après coup, là, j'ai été impliqué pour déterminer la source et par quelle porte ils sont rentrés. Et malheureusement, il y avait juste mal anticipé que une malice, des intrus peuvent entrer par une acquisition qui avait de l'air sur papier toute banale, mais l'architecture fondamentalement était mauditement mal faite. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce qu'on a présenté aujourd'hui, c'est pas juste une question d'outils qu'il faut mettre en place, mais bien une stratégie globale et encore là, quand il y a des acquisitions, les rentrer dans un processus, donc pareil comme si c'est un nouveau réseau qui est bâti, et éviter d'assumer que si ça prend en source, c'est certain qu'à cette heure qui nous appartient, l'information va être OK, c'est bien sûr. Michel? Oui, dans le domaine des anecdotes, une anecdote similaire aussi, où on doit ouvrir beaucoup plus la réflexion. Vous vous souviendrez peut-être, en 2010, le Conseil du Trésor fédéral a été infiltré par un malware, un courriel qui est rentré, qui a été ouvert, et ça l'a tellement infecté le gouvernement fédéral qu'on a fermé le système informatique du gouvernement fédéral pendant 3 semaines. Et l'enquête a été faite encore aujourd'hui. À ce jour, on ne sait pas jusqu'à quel point on a été infecté. On n'a pas été capable de tout retrouver. Mais on a retrouvé la chronologie des événements. Et ça a été un courriel qui a été envoyé de la Chine, qui à ce moment-là voulait apprendre beaucoup plus d'informations sur les mines de phosphate que l'on a en Saskatchewan, parce qu'on voulait tenter d'acquérir ces mines de phosphate-là. Et le malware est rentré par un courriel qui avait été envoyé à la firme d'avocats qui travaillait avec le gouvernement fédéral comme lobbyiste, etc. Donc, c'est pas directement le gouvernement fédéral qui avait été attaqué, mais ça a été en périphérie, la firme d'avocats, et c'est par le backdoor, finalement, qu'on a réussi à rentrer. Alors, autre anecdote à ajouter comme celui de Steve. Bien, merci beaucoup, Michel. Donc, je ne veux pas conclure la table ronde, mais je crois que vous avez compris comment on bâtit une capacité en cybersécurité. C'est justement en se parlant comme on le fait aujourd'hui, puis en mettant l'emphase sur quel aspect? Bien, l'aspect humain. Tous les exemples pointent que c'est le maillon faible. Donc, essayons de rendre ce maillon-là un peu plus solide pour nous permettre de mieux utiliser comme levier les technologies. Parce que les technologies, c'est simplement un levier qui va porter une assistance, une immensité d'assistance à l'être humain. Donc, c'est l'élément le plus important. Et le message que j'ai, et c'est probablement le message que vous avez aussi, c'est que si on investit $1 dans notre ressource humaine, le retour est probablement plus qu'instantané. Parce qu'il va pouvoir vous aider à grandir et à vous guider à travers les différents obstacles et risques qui
vont se pointer à l'horizon. La raison pourquoi 7 entreprises sur 10 ne sont pas préparées, ben moi je relie ça directement à l'absence dans l'entreprise de la compréhension du contexte et que la solution souvent est devant leur nez, qui est les ressources qu'ils ont. Et faire l'achat d'outils pour dire, ben avec ce million-là, ben, ils vont nous laisser tranquilles pour 3 ans, comme j'entends souvent. Je crois que ce n'est pas un bon réflexe exécutif. Donc, les exécutifs doivent se pencher sur la question, puis arriver avec un solutionnement qui va faire en sorte que tout le monde va s'en sortir à moindre coût, puis avec une meilleure protection. Donc, cette statistique-là, elle est vraie et Karim le voit souvent, comme il vous a exprimé aujourd'hui. On arrive en état de crise, les gens sont en état de choc. Tout ce qu'ils voient, c'est le 300 000. Ils ne voient pas plus loin. En Gaston, en opération, combien de fois on a vu ça? Hein? Très souvent. Ça prend juste un détail pour geler la ressource, puis il faut les former à faire face à cet obstacle-là. D'autres commentaires? Ça, c'est un peu la cerise sur le sundae, puis après ça, on va aller on va faire un petit refuel. Mais j'aimerais ça avoir votre opinion sur ce qu'on voit là présentement. Parce que l'objectif, c'est de vous sensibiliser, puis savoir, vous, du côté finance, vous, du côté fabrication, du côté service public, où est-ce qu'on se positionne dans ces 4 créneaux-là qu'on voit en avant? On passe pas 50%, Gaston? Qu'est-ce que nos gens de technologie pensent de cette statistique-là? C'est probablement les mieux positionnés. Un volontaire en technologie? J'ai posé technologie, comme ça Michel va se retenir un peu. Je sais, mais j'aime ça t'agacer. Il n'y a pas de volontaire? Ah, vous voulez m'écouter de bord? Roger, au niveau technologie, où tu penses que la majorité des entreprises ici à Montréal se situent? Dans le bottom 50. Yves, d'après toi? Ben moi, je pense qu'effectivement, on est dans le bas du 50%, parce que souvent, c'est des petites initiatives. Tu sais, je pense qu'il y a une différence entre faire des initiatives à l'intérieur de l'informatique, de tester un outil ou de l'implanter, faire un petit firewall ou quoi que ce soit, mais ça ne touche pas du tout la politique d'entreprise en termes de cybersécurité. Raison. Service public. Où est-ce qu'on se positionne dans les services publics? Oui, c'est ça. Ben ça, il blâme encore le email chinois qui est rentré. Non, mais côté service public et gouvernemental, je sais que s'il y a quelqu'un qui peut répondre, on annonce de plus en plus qu'il devrait y avoir une centralisation, un peu comme on va héberger, si on veut, l'ensemble des services gouvernementaux dans une même unité. Comment est-ce qu'on se prépare à ça, pour la sécurité? Hein? Est-ce qu'il y en a qui sont au courant de ce qui se passe ou qui ont commencé à travailler là-dessus? Ça va-tu changer de quoi? Est-ce qu'on va se sentir plus sécuritaire? Gaston? Grosse question. Au niveau du gouvernement, il y a beaucoup, surtout fédéral, il y a beaucoup de poussées afin d'avoir des services partagés par tous les ministères. Que ça vous convienne ou non, c'est pas important, vous allez partager. Alors, la sécurité n'est pas nécessairement une priorité. Alors, pour avoir un système téléphonique, notamment, qui fonctionnerait en cas de perte d'électricité, perte de tous les serveurs, etc., on a encore un système téléphonique pour tous les ministères qui est du Voice over IP.
Alors déjà là, c'est une vulnérabilité qu'on a réussi à étendre partout. Et encore une fois, c'est fait dans des bonnes raisons, faire des économies, mais la sécurité n'est pas présente lorsqu'on prend ces décisions-là. Puis il y en a plusieurs autres comme ça, là, dans tous les systèmes qu'on va avoir. Le système d'approvisionnement, c'est la même affaire, c'est un peu pêle-mêle aussi. Merci. Et ce qui est plaisant, c'est que cette statistique-là nous provient d'un Gartner et ils ont questionné 2000 entreprises. Donc, si on compare les 2000 entreprises qui sont sur le continent nord-américain, mais je crois qu'on a un portrait fidèle de la vraie situation. Oui. C'est que, juste pour un détail, dans le domaine technologique, ce que nous constatons en général, surtout lorsqu'il y a un incident qui se produit, c'est que, en général, c'est des infrastructures où la problématique de la sécurité n'est pas prise en compte, sauf lorsqu'il y a un incident. Et puis, les cas qui font en sorte que ces compagnies vont décider d'aller vers la mise en place d'un cadre de gouvernance de la sécurité, ça va être parce que un client ou un partenaire important a demandé à ce qu'il ne montre pas de blanche, par exemple, qui sont conformes à GDPR ou à une loi quelconque. Donc, c'est un besoin d'affaires qui va justifier les moyens. Définitivement. Donc, un peu notre devoir, c'est de transformer nos besoins en cybersécurité en besoins d'affaires.